Le gouvernement tiendra compte de l'avis d'une commission spéciale avant d'appliquer les mesures d'interdiction qui pèsent sur plusieurs journaux jugés licencieux ces dernières heures. C'est bien le dernier étage d'Ariane qui intéressait les espions arrêtés hier en Normandie. Un polytechnicien marié à une soviétique serait le cerveau de l'affaire. Reagan remonte la pente, pas de grande révélation dans son show à la télévision, mais il a quand même convaincu les Américains. Ce vendredi 20 mars, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et notre camarade Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Les mesures annoncées hier à l'encontre de certains journaux jugés pornographiques font grand bruit ce soir dans le monde politique. 5 mensuels sont interdits à l'affichage et à la vente aux mineurs. 5 autres revues, dont l'hebdomadaire homosexuel Guépier et l'Écho des Savanes, sont menacées de la même interdiction au titre d'une loi de juillet 1949. Avec une nouveauté ce soir toutefois, le ministre de l'Intérieur prendra désormais obligatoirement l'avis d'une commission spécialisée avant d'envisager de telles mesures. Une nouveauté qui est apparemment applicable immédiatement, c'est-à-dire qu'elle devrait donc geler les mesures prises il y a 48 heures. Alors, avant d'examiner les réactions, voici le point de cette affaire avec Jean-Jacques Dufour. L'affaire a commencé il y a quelques jours au ministère de l'Intérieur lorsqu'un fonctionnaire a décidé de faire le ménage du côté de la presse érotique et pornographique en appliquant une loi de juillet 49 destinée à protéger la jeunesse. J'aurais voulu absolu l'être, le club, privé et madame. Ah, j'en ai plus là, c'est retiré de la vente depuis ce matin. Ainsi, depuis aujourd'hui, les 5 mensuels incriminés, à l'évidence plutôt hard, sont désormais interdits à la publicité, à l'exposition et à la vente aux mineurs. En vertu de cette loi de 49 qui vise les publications présentant un danger en raison de leur caractère licencieux, pornographique ou de la place faite au crime ou à la violence. Mais l'offensive du ministère de l'Intérieur ne s'arrête pas là puisque 4 autres journaux, eux à grand tirage, risquent à leur tour de tomber sous le coup de cette loi. Et tout d'abord, l'hebdomadaire Le Guépier, magazine des homosexuels qui a vu le jour il y a 8 ans et qui tire à 40 000 exemplaires. Que signifierait pour vous une telle interdiction ? Pour nous, c'est la mort du journal, c'est la fin de 8 ans d'expérience, d'une expérience unique dans le monde, puisqu'on est le premier hebdomadaire dans le monde qui s'adresse aux homosexuels. Et est-ce qu'au travers de vos petites annonces, il n'y a pas eu des incitations à la prostitution des mineurs ou de la constitution de réseaux de pédophilie ? Nous sommes extrêmement vigilants là-dessus. Depuis, on a une expérience de 8 ans, je vous dis, donc on a surveillé ce problème énormément, et on ne peut pas accepter ça. Les 3 autres revues concernées, l'Écho des Savanes, Penthouse et New Look. 3 publications du groupe Philippe Aki, un groupe où l'on s'étonne de la brutalité des mesures envisagées. Je suis très désagréablement surpris justement de l'intervention un peu brutale dans cette histoire. Je n'aime pas beaucoup que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Culture qui viennent vous dire ce qu'il faut mettre dans un journal. Il y a là un principe de base qui est quand même très désagréable. Il y a des lois en France, il y a une justice, l'outrage aux mœurs existe et ce sont plutôt à des tribunaux. On préférait passer devant des tribunaux où on pourrait être défendu par nos avocats. On n'en est pas là. Les responsables de ces 4 revues ont maintenant 15 jours devant eux pour présenter leur défense, délai au terme duquel une décision définitive sera prise. Et ce soir déjà, de nombreuses réactions qui épousent le spectre du monde politique français, à commencer par François Mitterrand qui se prononce contre toute censure, dit-il, dans cette affaire. Réaction également du RPR, dont le porte-parole, Franck Borotra, estimait ce matin que cette décision d'interdiction ne remettait pas en cause la liberté de la presse. Il refusait, lui, le mot de censure. Il y a enfin une réaction de Jack Lang et puis celle de François Léotard dans nos éditions précédentes. La législation qu'invoque M. Pasqua est assez ancienne. 49. Et avec M. Defer, nous avions eu quelques problèmes de ce genre, et on s'était demandé s'il fallait ou non abolir la législation. On s'est dit tout de même, un gouvernement raisonnable va la laisser mourir de sa belle mort. Non, je crois que si vous voulez, écoutez, franchement, il faudrait que M. Pasqua se calme, que le gouvernement se calme, s'intéresse aux vrais problèmes du pays, des problèmes économiques en particulier, et qu'il fiche la paix aux artistes, aux créateurs, aux journalistes et aux lecteurs. Libre choix pour chacun. Le premier principe fondamental dans une société comme la nôtre, c'est celui de la protection de l'enfance, celui de la nécessité impérieuse de la protection de la conscience de l'enfant. Le deuxième principe, c'est le respect que nous devons apporter, nous tous, les uns et les autres,
à la dignité de la personne humaine et de son image. Je rappelle que certains éléments de pornographie sont de véritables atteintes à la dignité de la personne humaine et sont des véritables violences. Enfin, le respect de la conscience de chacun. Liberté de s'exprimer, fondamentale, liberté de publier, qui ne doit pas être mise en cause, et liberté d'acheter. Bien évidemment, Paul Amar, cette affaire fait débat, ce qui explique éventuellement, y compris au sein du gouvernement, le recul d'aujourd'hui. Oui, je peux vous le confirmer ce soir, il n'est pas sûr que les publications menacées soient finalement interdites. Ce dossier délicat est en effet confié à une commission, c'est le meilleur moyen, tradition politique française, de l'enterrer. Les lecteurs de la presse dite de charme, je suis délibérément pudique, on ne sait jamais, ne seront donc sans doute pas privés de leurs estampes préférées, mais la polémique ne prendra peut-être pas fin pour autant. On assiste en effet depuis quelques semaines à l'esquisse d'un débat sur les thèmes de société, sur notre vie quotidienne, sur la sécurité, la nationalité, autrement dit l'identité française, sur l'immigration, aujourd'hui sur les mœurs. Et ce débat sera sans doute au centre de l'élection présidentielle. Il y a 6 ans, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing s'étaient opposés essentiellement sur la politique économique et sur la politique étrangère et avaient présenté sur ces points 2 projets fort différents. Aujourd'hui, la politique étrangère ne divise plus et sur la politique économique, les divergences portent surtout sur les méthodes. C'est la raison pour laquelle on a dit un peu trop vite peut-être que l'idéologie était morte en France. En fait, ce débat idéologique s'est déplacé. Il porte désormais sur les libertés et sur la conception que les hommes politiques ont de la liberté. La frontière ne passe pas forcément entre la droite et la gauche, mais traverse les deux camps. On l'a vu aujourd'hui, au sein même de la majorité qui éprouve une grande difficulté à vouloir concilier liberté et morale, liberté et sécurité. Mais c'est une difficulté que tous les partis au pouvoir connaissent un jour ou l'autre, et la réponse n'est pas forcément évidente. Encore la presse et les médias avec le voyage de François Mitterrand à Rennes où il venait inaugurer le réseau câblé. Le chef de l'État qui s'est longuement exprimé à cette occasion sur l'avenir de TF1. Gaël Molahuc était très attentive. Communiquer pour mieux se connaître, surtout au niveau local. C'est sous ce signe-là que François Mitterrand a tenu à placer l'inauguration du réseau câblé de Rennes. Mais aussi créer l'Europe des images pour mieux résister à l'invasion étrangère. Dans son discours, il a insisté sur le pluralisme et sur les espaces de liberté nécessaires pour que chacun puisse s'exprimer. Passant du câble aux télévisions nationales, il a accepté de répondre à nos questions sur la privatisation de TF1. Je pense que le champ était assez vaste pour créer des télévisions privées sans qu'il fût nécessaire de privatiser TF1. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat parce que ce n'est pas mon rôle. Je dis simplement, vous me demandez ma préférence. La voilà. D'un côté, avoir un secteur public qui sera mieux capable que quiconque de développer certains types de culture et de savoir, le cas échéant, de valider des œuvres de très grande qualité qui ne seraient pas forcément les feuilletons les plus faciles, et d'autre part, une grande liberté de création et de concurrence. Est-ce que le nouveau paysage audiovisuel va dans le sens d'un plus grand pluralisme? Bien, ça devrait. Bien entendu, c'est même fait pour ça. Plus il y en a, plus il devrait être différent. Si plus il y en a, plus c'est la même chose, alors ce serait raté et dangereux pour la démocratie. Vous avez contribué à créer la haute autorité. Que pensez-vous de l'organisme qui lui succède? J'en pense beaucoup de choses. Cette mise en garde du RPR au chef de l'État, M. Mitterrand, le RPR qui demande au président de la République de s'abstenir d'adopter un comportement susceptible de déséquilibrer la cohabitation ou d'affaiblir la fonction présidentielle. C'est ce qu'a dit ce matin le porte-parole du mouvement. La sécurité en hausse à Paris pour l'année 86, une baisse sensible si vous préférez du nombre des crimes et délits dans la capitale, moins 10%. Explication de ces bons résultats, une présence policière accrue ces derniers mois. Une certitude, une quasi-certitude ce soir. Les espions arrêtés hier en Normandie s'intéressaient bien au 3e étage de la fusée Ariane et plus précisément à son moteur cryogénique. 6 personnes sont sous les verrous ce soir, une 7e est en fuite. Le cerveau est un polytechnicien qui travaillait à l'INSEE de Rouen et dont l'épouse est soviétique. Une autre certitude, le réseau avait aussi pour tâche de collecter des informations sur la gestion des entreprises travaillant pour la défense nationale. Enquête sur place, Emmanuel Vanier et Noël Alexandre. Voici le site de la SEP, Société Européenne de Propulsion à Vernon. Tous les travaux effectués ici sont classés confidentiels défense. À l'usine, aucun commentaire sur l'affaire. 5 mois d'enquête, d'écoutes et de planques pour aboutir à l'arrestation lundi dernier des 6 espions, 2 femmes et 4 hommes. Jean-Michel Horry, c'est le seul à avoir travaillé comme intérimaire chez des sous-traitants d'Ariane Espace
est sur le site même de la SEP. C'est lui qui, semble-t-il, a pu obtenir des informations sur les moteurs de la fusée Ariane. Ces informations, Horry les transmettait à Pierre Verdier, ingénieur polytechnicien, sans doute le maître d'œuvre de l'affaire. Depuis 10 ans, Verdier travaillait ici même, à l'INSEE de Rouen, à sa disposition tout un stock d'informations économiques, parfois confidentielles, sur les activités des entreprises travaillant pour Ariane Espace. La femme de Pierre Verdier a également été arrêtée. Son origine soviétique laisse penser à la SEP et aux enquêteurs que le réseau de Vernon travaillait pour un pays de l'Est. Verdier était secondé dans son travail par Antonetta Manol. Cette Roumaine d'origine avait fondé il y a 10 ans à son domicile une association pour promouvoir les échanges culturels Normandie-Roumanie où elle se rendait souvent en vacances. À Paris, 2 arrestations. Michel Fleury, ingénieur polytechnicien travaillant également à l'INSEE, et Philippe Maillard, journaliste occasionnel au Figaro. Ce journaliste n'aurait joué qu'un rôle mineur dans cette affaire. Les 6 espions ont été inculpés ici avant-hier au palais de justice de Rouen d'intelligence avec une puissance étrangère. Seul le journaliste du Figaro a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Les 5 autres ont été placés en détention provisoire. Les enquêteurs recherchent activement un 7e personnage, le mari d'Antonetta Manol, Serge Noto, qui a pris la fuite. Oui, on peut dire que les 7 espions avaient fait le bon choix en s'intéressant à la SEP, la Société Européenne de Propulsion. C'est là qu'est mis au point le fameux moteur cryogénique dont la France a mis 10 ans à s'assurer la maîtrise. Un atout capital, en tout cas, dans la course à l'espace. Explication de Philippe Dumez. Souvenez-vous, en mai 86, l'échec du 18e tir d'Ariane, c'était à cause du moteur du 3e étage. Un moteur très délicat à mettre au point. Il a fallu des années de recherche pour élaborer cette technologie qui utilise de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. De toute évidence, c'est ce moteur qui intéressait les espions. C'est certainement le 3e étage d'Ariane, c'est-à-dire un certain nombre de techniques qu'on appelle les techniques cryogéniques et qui ne sont pas développées dans le monde entier. Autant le 1er étage et le 2e étage d'Ariane correspondent à des techniques qui existent dans d'autres pays, autant l'étage cryogénique est relativement original. Ce moteur cryogénique, seuls les Français et les Américains savent le faire. Les Japonais et les Chinois en sont aux essais. Mais les Soviétiques, par exemple, n'ont toujours pas réussi à développer des moteurs de ce type. La technologie de leur fusée date d'une 20aine d'années. Et dans la course à l'espace commercial, ils ont peut-être envie de gagner du temps en recherche. Cela amène à se demander si des espions n'auraient pas plus ou moins provoqué les précédents échecs d'Ariane. Ce n'est pas absolument impossible. Mais quand on regarde chaque échec, il y a des causes, hélas, techniques, beaucoup plus évidentes que l'on a pu reconstituer et auxquelles on a pu porter remède. Après être resté cloué au sol pendant plus d'1 an à cause du moteur du 3e étage, la fusée Ariane devrait s'envoler à nouveau au mois de juin. À Djibouti, toujours pas de revendication pour l'attentat qui a fait 11 morts et une 40aine de blessés dans la soirée de mercredi. Le coup d'envoi officiel de la carte d'identité infalsifiable en France, le décret en est paru au journal officiel de ce vendredi. Une précision d'importance, néanmoins, les informations nominatives contenues dans le système informatisé ne pourront faire l'objet d'aucune connexion avec un autre fichier. Des précisions sur les états généraux de la sécurité sociale annoncés le 23 février dernier par Jacques Chirac. Ils devraient se tenir en 2 temps, c'est-à-dire au printemps et à l'automne prochain. Ce sont les toutes premières indications fournies officiellement sur ce sujet. Et puis un très gros incendie à Paris cet après-midi dans le quartier des Grands Magasins. 2 morts et 4 blessés, rue de la Chaussée d'Antin, dans un immeuble d'habitation. Une centaine de pompiers, vous le voyez, ont dû lutter pour venir à bout des flammes qui se sont propagées par la cage de l'escalier. Pierre-André Albertini, condamné à 4 ans de prison par la Cour suprême du Ciskei, ce Bantoustan satellite de l'Afrique du Sud. Le coopérant français a refusé à 4 reprises de témoigner dans le procès de 5 personnes soupçonnées d'appartenir à l'ANC, le parti d'opposition armée à Pretoria. Le gouvernement français se déclare ce soir vivement déçu par cette condamnation, mais tout sera fait, dit-il, pour que le jeune homme puisse revenir rapidement en France. Dominique Torres. Retour discret de Pierre-André Albertini du palais de justice à la prison du Ciskei. Il vient d'être condamné à 4 ans. 4 ans, c'est-à-dire presque à la peine maximale prévue pour refus de témoigner
compte 5 personnes, tous accusés de transport d'armes pour l'ANC, l'organisation de guérilla interdite au Siskai comme en Afrique du Sud. Depuis 5 mois, des comités de soutien s'organisent en France pour faire libérer le jeune coopérant. En apprenant la condamnation de Pierre-André, Mme Albertini manifeste toute sa solidarité à son fils. Pierre-André se trouve emprisonné dans le pays de l'arbitraire. J'estime que cette décision, que cette condamnation est la condamnation d'un État terroriste. Mon fils n'a pas refusé de témoigner contre des terroristes, il a refusé de témoigner contre des gens qui militaient contre l'apartheid. Les parents de Pierre-André Albertini ne sont peut-être pas au bout de leur peine. Après la condamnation de leur fils pour non-témoignage, ils pourraient demain être inculpés pour complicité avec la guérilla et risqueraient alors 15 ans de prison. Ronald Reagan se refait une santé à la télévision américaine. Le chef de la Maison-Blanche, qui est plutôt à plat dans les sondages, a fait une fort belle prestation hier soir devant ses électeurs au cours d'une conférence de presse bétonnée. Sur le fond, rien de nouveau, pas de révélation notamment sur l'Iran-Gate, mais sur la forme, le président était comme au meilleur jour de son mandat. De Washington, voici Jacques Abouchard. Traqué, scruté, guetté par la presse, les hommes politiques et l'opinion, Ronald Reagan a subi son examen de passage devant les journalistes avec un certain succès. Il n'a pas fait de révélations fracassantes sur les ventes d'armes à l'Iran. L'essentiel figurait déjà dans son discours du 4 mars. Le président a de nouveau reconnu ses torts, admis que toute cette affaire iranienne avait été une erreur et plaidé la bonne foi. Les membres du Congrès ont réagi plutôt favorablement dans l'ensemble, tout en maintenant des réserves pour certains sur les zones d'ombre et les points d'interrogation qui subsistent. Parmi les journalistes, on observe la même prudence. Le président a assez bien défendu, il n'a pas fait de gaffes majeures. Évidemment, il est toujours sensible à certaines choses, comme quand il a dit « c'est pas moi qui monte, c'est des autres ». Avec cette conférence de presse, le président Reagan a arrêté les dégâts. Il a donné l'impression d'avoir été aussi franc que possible, mais il n'en a pas pour autant regagné le chemin perdu. Pour cela, il lui faudra au moins avoir beaucoup de succès dans les négociations nucléaires avec l'Union soviétique. Mais un accord sur ces questions prendra au moins 1 an. Trop tard pour avoir une influence sur la campagne électorale. Hier soir, Ronald Reagan a parlé comme un leader de nouveau aux commandes et maître de ses décisions. Il n'a été ni brouillon ni confus dans ses réponses. Il ne s'est pas pris les pieds dans le tapis, notait en plaisantant un fonctionnaire de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, où ce matin, on pousse un vrai soupir de soulagement. Un général de l'armée italienne qui a été assassiné ce soir à Rome par 2 hommes qui étaient à motocyclette, pas d'autres précisions. Le général Giorgieri se trouvait à bord d'une voiture de fonction lorsqu'il a donc été abattu. On pense bien sûr aux Brigades Rouges, pas d'autres précisions pour l'instant, et des images peut-être avant la fin de ce journal, en tout cas dans le dernier journal. Nous vous avons beaucoup parlé du cancer cette semaine, avec notamment notre émission spéciale de lundi soir. L'Association pour la recherche sur le cancer, l'ARC, a choisi cette année pour thème de sa campagne de dépistage précoce des cancers, le dépistage précoce des cancers et la construction d'un centre pilote de prévention et de diagnostic. Alors pour conclure cette semaine d'information, Martine Alain Regnault et Claude Barnier sont allés voir où en étaient justement ces projets. C'est sur ce chantier, à 2 pas de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, que s'élèvera d'ici 1 an un centre pilote unique en Europe destiné au dépistage précoce et à la prévention des cancers. L'idée est venue de ce qu'aujourd'hui, en plus des immenses progrès de l'imagerie médicale, on sait en laboratoire mettre au point à l'aide de machines coûteuses et perfectionnées des tests biochimiques extrêmement précis qui permettent pour certains cancers de repérer des tumeurs de la taille d'une tête d'épingle. En effet, en se développant, les tumeurs crachent des substances particulières que les biologistes savent aujourd'hui capter à l'aide d'outils chimiques radioactifs, les anticorps monoclonaux. Ainsi, à partir d'une simple prise de sang, on peut en moins d'1 heure faire le diagnostic du cancer de la thyroïde à un stade très précoce, indétectable autrement chez des personnes pas encore malades, mais prédisposées par leur hérédité à ce type de tumeur. Il suffit d'une goutte de sérum sur une bille contenant ces outils chimiques pour que l'ordinateur révèle par quelques chiffres si le sang du patient contient ou non les marqueurs de la tumeur. Il s'agissait de la thyroïde, mais une dizaine d'autres tests existent. On est capable tout de même de détecter des petites tumeurs, notamment du testicule, notamment du foie. On est capable avec d'autres tests plutôt de surveiller d'autres tumeurs, en particulier chez les malades traités.
C'est le cas pour des tests qui surveillent l'évolution d'un cancer du côlon, d'un cancer du sein, d'un cancer de l'ovaire, d'un cancer du pancréas. Ces tests feront partie d'un ensemble de moyens techniques dont on souhaite disposer dans ce centre de dépistage qui va être installé près de l'Institut Gustave Roussy. Dans ce centre, on regroupera les techniques biologiques pour la détection des marqueurs, mais également des techniques d'imagerie médicale et bien sûr des consultations orientées vers le dépistage et la prévention des cancers. Les clients de ce centre seront des patients qui viendront soit directement pour bénéficier des techniques qui seront dans ce centre, soit envoyés par leur médecin. Le centre pilote ouvrira seulement l'an prochain, mais il est déjà très prometteur. En sport, les Girondins de Bordeaux connaissent ce soir leurs adversaires pour les demi-finales de la Coupe des Coupes de football. Ils rencontreront les joueurs de Leipzig, l'équipe est-allemande, match aller à Bordeaux le 8 avril prochain. Mais d'ici là, le grand rendez-vous sportif, ce sera le dernier match du tournoi des 5 nations qui oppose demain les Français aux Irlandais à Dublin. Un match important pour les tricolores qui essaieront de remporter le 4e, et oui, le 4e grand chelem de leur histoire. Alors, histoire d'en parler tout de suite, eh bien, Jean Mamère est déjà, lui, à Dublin. En Irlande, le rugby, ça commence au collège. Demain, 3 joueurs internationaux, McNeil, Harbison et Mullin, sont d'anciens élèves de Blackrock College. Un berceau du rugby, le club le plus titré d'Irlande. Ici, plus qu'ailleurs, on apprécie les performances sportives, mais aussi la magie du mot Grand Chelem. Je crois que c'est le Grand Chelem compterait plus ici pour nous en Irlande que pour les Anglais ou les Écossais, évidemment. C'est un grand honneur, évidemment. C'est le sommet. Même si ce sommet, les Irlandais ne peuvent l'atteindre cette année, ils peuvent encore remporter le tournoi à égalité avec la France s'ils battent les Français et le Pays de Galles. D'où la motivation pour cette rencontre, entraînement à huis clos hier, répétition tactique poussée ce matin, avec pour rare public les journalistes français venus espionner. Décidément, ce France-Irlande 87 est vraiment particulier. Qu'est-ce qui serait le plus important pour vous? De remporter le tournoi des 5 nations ou d'empêcher la France de faire le Grand Chelem? Oh non, non, pour gagner le tournoi. Moi, j'aime beaucoup la France. C'est pas grand-chose pour les empêcher de gagner le tournoi, mais pour nous, nous avons des ambitions pour gagner le tournoi et pour la partager avec la France, ça serait bien. Les Français savent donc à quoi s'en tenir. Ils ont rempli leur contrat, battre les Roumains, les All Blacks et remporter le tournoi. Ce Grand Chelem, ce serait un plus, mais il vaut très cher. Et puis en plus, un Grand Chelem, ça fait peur. On y pense beaucoup, mais le plus dur, ce sera la dernière nuit et la borde du match demain. Le train de London Road passe le samedi à 15 h, aux Français de ne pas rater le rendez-vous. Demain en direct sur Antenne 2, c'est peu avant 15 h. Les pronostics du tiercé demain sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voici ce que Pierrette Bresse vous suggère de jouer. Il y aura donc 14 partants. Elle vous propose de jouer le 9, le 3, le 13, le 5, le 8, le 11, le 6 et le 14. 9, 3, 13, 5, 8, 11, 6 et 14. Et puis nous parlons météo matin avec vous, Brigitte, et une révélation ce soir, le printemps a le bras plutôt long. Exactement, parce que le printemps, c'est la saison la plus longue des 4 saisons. Seulement voilà, il arrive à petits pas. Et oui, les températures remontent, mais très lentement, progressivement. En revanche, on ne parle plus de giboulées, mais de pluie fine, d'ondées. Alors regardons, les giboulées sont des averses, les ondées sont des petites pluies fines. Plutôt continues, ça mouille moins. Peut-être plus même quelquefois, ça dépend. La situation pour demain, une perturbation va descendre cette nuit. Demain matin, elle touchera le quart nord-ouest et puis en milieu de journée, elle gagnera le nord, le bassin parisien, la Bourgogne, le centre, les Charentes, Poitou, Limousin, Auvergne et jusqu'à l'Aquitaine. Du coup, des éclaircies reviendront sur le quart nord-ouest. J'ai oublié de vous dire que ces nuages donneront donc quelques précipitations. Des éclaircies persisteront aussi sur le quart nord-est et puis sur le quart sud-est qui est très large puisqu'il englobe le midi pyrénéen. Ce sera vraiment du beau temps. Les températures donc en légère hausse, toujours basses pour la saison mais elles remontent. Nous irons de 7 à 8 degrés sur la moitié nord, 6 à 8 degrés sur la moitié nord et
de 9 à 16 degrés sur la moitié sud. C'est à Biarritz qu'il fera le plus chaud. Demain, ce sera donc le samedi 21 mars, le printemps, 4 minutes de soleil en plus. Ce soleil se lèvera à 6h54, se couchera à 19h03 et ce sera la Sainte Clémence. Précipitations, ça mouille plus ou moins qu'une pluie fine ou qu'une... Les précipitations, ce sont à la fois des giboulées et des pluies fines. D'accord, c'est tout ce qui tombe, quoi. C'est tout ce qui tombe. Très bien, dernier journal avec Hervé Claude aux environs de 22h45. Et puis cette information qui m'arrive vraiment à la seconde. En Italie, donc je vous annonçais qu'un général de l'armée italienne avait été assassiné. Eh bien, l'Union des communistes combattants vient de revendiquer l'assassinat de ce général. Donc d'autres informations tout à l'heure avec Hervé Claude sur cette affaire. C'est à 22h45. Bonsoir, à demain 20h.